Bonjour, bienvenue au show de Maxime. Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Desrochers, professeur à l'Université de Toronto en géographie. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet quand même assez intéressant, la sécurité alimentaire ou si vous aimez mieux, la souveraineté alimentaire, le fait d'être autosuffisant. Est-ce que de la part de la gauche et de certains radicaux environnementalistes, ils font la promotion de l'indépendance alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire? Et j'aimerais avoir cette discussion aujourd'hui avec notre invité Pierre. Bonjour Pierre, ça va bien? Oui, bonjour. Pierre, je sais que tu as fait beaucoup de travail là-dessus dans les années passées et récemment, et j'aimerais que tu nous mettes tout ça en contexte, là, l'argument des gens qui disent qu'on devrait être autosuffisant alimentaire et que plus on est autosuffisant, mieux c'est pour le pays. Quels sont les contre-arguments ou que penses-tu de cet argument-là? Bon. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a une chaîne d'approvisionnement globale, dans le fond? Parce que, comme tu le mentionnes, dans le passé, la plupart des pays étaient autosuffisants. Qu'on remonte même il y a 150, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans, la grande majorité de ce que les gens consommaient était produit soit par eux-mêmes, sur une agriculture vivrière ou une agriculture de subsistance. Donc, les gens produisaient sur leur ferme ou dans leur région la majorité de ce qu'ils consommaient. Même dans les villes, à un moment donné, bon, si on monte au Moyen Âge, par exemple, une ville comme Florence ou une ville comme Londres, à part quelques trucs, typiquement des céréales ou peut-être des poissons marinés, là, des harengs ou de la morue, presque tout ce qui est consommé dans une ville médiévale est produit localement. Et quand je dis localement, c'est même à l'intérieur des murs de la ville ou autour des murs de la ville. Pourquoi? Ben parce qu'évidemment, on n'a pas de réfrigération et le transport terrestre à l'époque est extrêmement mauvais. Bon, pour vous donner une idée à quel point le transport terrestre était coûteux, il y a des chiffres qui nous montrent que 50 km sur une route de terre non pavée entre Liverpool et Manchester, dans le nord de l'Angleterre, c'est à peu près 50 km. Vous coûtez aussi cher de transporter une tonne de biens que de les envoyer à travers l'Atlantique vers Boston ou vers New York. Donc, Oh, on a tendance à oublier aujourd'hui à quel point le transport terrestre dans le passé sur des routes non pavées pouvait être terrible. Bon, c'est boueux pendant une partie de l'année, c'est soit il y a des il y a des trous, enfin c'est pas les routes ne sont pas praticables. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans le passé? Ben, c'est que la majorité de la bouffe est produite localement et il y a des famines partout dans le monde, même dans des pays qui sont bénis des dieux pour la bouffe, comme la France ou la Chine, le sud de la Chine, par exemple. En France, au 18e siècle, tu as des famines importantes. Tous les 3 ou 4 ans, tu as des famines majeures tous les 20 ans. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que peu importe le niveau de diversification locale de votre agriculture, vous allez avoir des problèmes, que ce soit au niveau de la météo, des champignons, par exemple la maladie de la pomme de terre, là, qui amène des problèmes non seulement en Irlande, mais dans plusieurs autres pays d'Europe. Vous allez avoir des sécheresses, vous allez avoir, je ne sais pas jusqu'à quel point vos auditeurs suivent ce dossier-là, mais il y a un gros problème d'épidémie de sauterelles à l'heure actuelle en Afrique de l'Est. Les OK. sauterelles, si on se souvient de nos cours de Bible quand on était plus jeune, ça mange tout, là, ça ne fait pas de discrimination, peu importe le niveau de diversité de l'agriculture locale. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, quand tous les œufs d'une région sont dans un même panier local, vous avez des famines à répétition. Et ce qu'on observe historiquement, c'est que la seule chose qui met vraiment fin aux famines, c'est la révolution des transports au 19e siècle. Donc, principalement l'avènement du chemin de fer et du navire à vapeur. Le chemin OK. de fer, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous permet de transporter de grandes quantités de biens, des choses qui n'ont peut-être pas une grande valeur ajoutée, qui sont très lourdes, sur de grandes distances, mais de le faire de façon rentable. Et la beauté d'un navire à vapeur en acier, c'est que contrairement à un navire à voile en bois qui est beaucoup plus petit, un navire à voile ne peut être utilisé que dans des conditions optimales. Donc, il faut suivre les courants marins, il y a des vents au-dessus de l'océan qui ont des patterns réguliers. Un navire à vapeur, c'est beaucoup plus gros, ça transporte beaucoup plus de choses et ça peut aller n'importe où parce que justement, Mhm. ça peut aller contre le courant, ça peut aller contre les vents. Et c'est seulement à partir de la moitié du 19e siècle, à partir du moment où on commence vraiment à globaliser l'approvisionnement mondial, donc où on va au-delà, bon, on va amener des morues ou un peu de céréales en bateau à voile, c'est seulement à partir du moment où on commence à globaliser l'agriculture
qu'on réussit à vaincre les famines et où les gens en Europe, la majorité des gens qui sont pauvres, là, je parle pas des Oui. aristocrates, je parle pas du roi, je parle pas des bourgeois dans les grandes villes, c'est seulement à partir de la moitié du 19e siècle qu'on commence à observer que les Européens, par exemple, ne sont pas dans un état de sous-alimentation permanent, ce qui était le cas dans le passé. Donc, au niveau de la sécurité alimentaire, il n'y a personne qui peut contester ça. C'était même reconnu à une certaine époque par les marxistes, dans le temps où s'intéresse encore aux pauvres plutôt qu'à l'environnement, que vraiment ça prend des transports modernes pour vaincre les famines, parce que, bon, l'idée est que peu importe ce que font nos agriculteurs locaux, ils vont avoir des problèmes de temps à autre, c'est ce que l'histoire nous enseigne, mais qu'en même temps, lorsque vous avez plusieurs fournisseurs, ben personne ne va avoir des mauvaises années simultanément. Donc, la capacité de transporter les surplus des régions qui ont des bonnes années vers les régions qui ont des années plutôt médiocres, des récoltes plutôt médiocres, permet donc d'établir la sécurité alimentaire, d'amener une alimentation plus abondante, plus diversifiée et moins dispendieuse. Bon, enfin, c'est beaucoup de choses, mais en gros, c'est la version courte. Mais ce que je peux rajouter aussi, tu parles, Pierre, des risques de l'environnement, des famines qui peuvent arriver. Bon, le climat est pas pareil dans différentes régions. Mais aujourd'hui, en 2020, est-ce qu'on peut parler aussi du risque géopolitique? C'est-à-dire, on a vu qu'est-ce qui est arrivé avec le COVID-19 de la Chine et puis bon, en ce qui concerne les masques médicaux, on nous a livré au Canada des masques qui n'étaient pas parfaits. Les gens sont plus un peu suspects de la Chine. Le Parti communiste prend vraiment contrôle et ça impose sa vision dans les entreprises d'État chinoises. La population est un peu plus sceptique. Ils regardent la Chine avec un œil différent d'il y a quelques mois. C'est un risque géopolitique, mais si on regarde ce risque-là par rapport à la nourriture, est-ce qu'il y a une influence? C'est quoi la relation? Je ne crois pas qu'on importe beaucoup de biens alimentaires de la Chine. Ben, ça dépend. Même au Québec, la Chine a affecté les producteurs de pommes de façon importante. Bon, j'avoue que mes données datent un peu, là, mais ce qu'on me disait encore il y a 7 ou 8 ans, c'est qu'au Canada, en Ontario, au Québec, 70% du coût de la main-d'œuvre pour les pommes est relié à 70% du coût de production des pommes est relié à la main-d'œuvre. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui sont intéressés à devenir cueilleurs de pommes à temps plein. Donc, ce que la Chine fait depuis quelques années, c'est que, bon, ils ont un climat dans le nord de la Chine qui est en fait, la pomme, à l'origine, ça vient de l'Asie centrale. Là. Donc, ça vient de climats qui sont comparables à ce qu'on a dans certaines régions de la Chine. Et en Chine, vous avez encore des gens qui sont prêts à travailler à la production de pommes à l'année longue. Donc, la Chine a fait mal aux producteurs canadiens depuis 2 décennies dans le marché de ce que je dirais la pomme de basse qualité. Là. Donc, ce qui sert à faire des compotes, ce qu'on met, la pomme à jus, ce genre de choses-là. Donc, mais encore là, il faut se demander, est-ce que euh, on veut vraiment investir dans des produits, dans des productions de moindre qualité? Mais ceci étant dit, il y a plusieurs autres pays qui produisent des pommes. Bon, moi, quand je vais magasiner ici à Toronto, je présume que c'est la même chose partout ailleurs au pays, à certains moments de l'année, ben, on voit des pommes d'Afrique du Sud, on voit des pommes de Nouvelle-Zélande, on voit des pommes du Chili. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, nous, au Québec, comme vos auditeurs le savent, on ramasse la majorité de nos pommes en août, en septembre, en octobre. On veut les consommer en mars ou en avril, mais évidemment, il faut les mettre dans des entrepôts réfrigérés où on contrôle le CO2. Bon, il y a un coût associé à tout ça. En Nouvelle-Zélande, au Chili, ben eux, ils cueillent leurs pommes 6 mois plus tard, typiquement. Donc, on met ça dans un conteneur réfrigéré, on envoie ça par bateau, ça nous arrive ici. Le produit de meilleure qualité, moins endommagé, puis bon, on bénéficie de l'échange. Mais si vous allez en Nouvelle-Zélande ou au Chili à certains moments de l'année, ben eux reçoivent des produits de l'hémisphère nord quand c'est pas leur saison. Donc, c'est une des beautés de l'échange longue distance, si vous voulez. C'est bon à la fois pour l'économie et pour l'environnement. Les consommateurs payent moins cher, ils ont un produit de meilleure qualité, et les producteurs dans les deux hémisphères trouvent quand même leur compte. Mais pour en revenir à la question de la Chine, des approvisionnements de trucs qui sont un peu plus critiques, bon, il y a 2 leçons, je pense, qu'on peut tirer de ça. La première, c'est qu'effectivement, la Chine a prouvé que c'était pas un fournisseur fiable. Et je crois qu'honnêtement, ils vont en payer le prix. Les entreprises vont s'adapter.
Écoutez, il y a plusieurs autres pays en Asie et ailleurs dans le monde qui sont prêts à accueillir ce genre de production-là. Et en même temps, ben, est-ce qu'on doit planifier nos économies en fond? OK, d'accord, je devrais jamais dire quelque chose comme ça. Est-ce qu'on, est-ce qu'on doit, est-ce que nos économies doivent être pensées en fonction du pire scénario? Bon, qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, au niveau des masques? J'oublie son nom aux États-Unis, mais il y a un producteur, je crois, d'oreillers qui s'est reconverti à un moment donné dans la production de masques. Là. Le président Trump lui a donné une tribune et bon, vu que je crois que c'est un chrétien pratiquant, bon, plusieurs personnes ont été critiques à son endroit. Mais le fait est que oui, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas la même expertise que les vrais producteurs de masques et peut-être que ces masques vont coûter un peu plus cher. Mais en même temps, les gens peuvent s'adapter. Les entrepreneurs, leurs employés sont des gens flexibles. Si on a quelques connaissances de base, on peut produire des trucs qui, en temps normal, n'ont peut-être pas une marge bénéficiaire pour justifier un certain type de production dans un pays comme les États-Unis. En temps de crise, ils peuvent s'adapter. Oui, les masques vont coûter un peu plus cher. C'est pour ça peut-être qu'on ne les produisait pas aux États-Unis pour commencer. Mais il y a une flexibilité inhérente dans les économies de marché. Les gens dans les entreprises ont des connaissances de base pour travailler les textiles avec la machinerie. On a déjà un réseau de distribution. Donc, on peut s'adapter, il va avoir un prix et dans quelques mois, peut-être finalement, quand nos économies vont être ouvertes, les gens vont se réadapter. Mais en même temps, oui, je crois que la Chine a nuit considérablement à son image de marque, si elle en avait une, et que plusieurs entreprises vont peut-être se relocaliser en Malaisie, en Indonésie ou dans d'autres pays où justement, ben, ils n'auront pas de gouvernement qui va gâter la sauce. Et si on revient justement à notre sujet, l'alimentaire, la sécurité alimentaire, les gens ici au Canada qui prônent la sécurité alimentaire se basent sur des arguments environnementaux, se basent sur des arguments de développement économique, d'aider une région. Peux-tu nous en parler un peu de leurs arguments et des contre-arguments? D'accord. Bon, l'argument de base au niveau de l'environnement, c'est de dire que, bon, qu'est-ce qui nous inquiète vraiment aujourd'hui? Ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Quel est le domaine où on peut pas éviter la production de gaz à effet de serre? C'est le transport, parce que, bon, Mhm. la voiture électrique, ça demeure un jouet pour gens riches, là, quoi qu'on en dise. Et le transport longue distance fonctionne au diesel, surtout, bon, que ce soit les camions, les navires à vapeur, bon, kérosène pour les avions, diesel pour les camions, puis bon, mazout et autre chose pour les navires containers. Mais ce qu'on se rend compte, évidemment, c'est que le transport n'est qu'une petite fraction de la dépense d'énergie ou de l'impact environnemental des productions agricoles. Et ce que vous voulez que je vous dise, la nature, par exemple, vous donne le chauffage gratuitement si vous vous établissez plus près de l'équateur. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, en Europe, si les gens ont déjà visité la région? Vous allez dans le sud de l'Espagne, le long de la Méditerranée, vous allez voir plusieurs serres non chauffées. Le problème, historiquement, si les gens ont jamais été sur le bord de la Méditerranée en été, c'est qu'il fait très chaud et ils vendent beaucoup, ce qui était pas propice, si vous voulez, au développement de production comme les légumes. Mais avec les serres non chauffées, ce que vous avez, ben, ça vous permet de conserver un taux d'humidité plus élevé, ça protège vos légumes du vent et les producteurs du sud de l'Espagne obtiennent des rendements qui sont vraiment remarquables. Produire le même genre de truc dans le nord de l'Europe, en Hollande, en Grande-Bretagne, ben, ça prendrait des serres chauffées. Sans Mhm. doute au gaz naturel, ce qui est la technologie de base. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ben, c'est qu'effectivement, produire des trucs dans des serres non chauffées sur le bord de la Méditerranée a une empreinte écologique au niveau des gaz à effet de serre, si on croit que c'est un problème, qui est beaucoup plus faible que de produire le genre de même chose en Europe du Nord où il faudrait chauffer les serres. Alors, dans ce contexte-là, mettre des trucs sur un camion ou sur un chemin de fer, l'impact est négligeable. Donc, les produits sont de meilleure qualité, moindre prix, et en même temps ont un impact environnemental qui est moindre. Bon, les tomates. Oui, on peut produire des tomates de très grande qualité au Québec, en serre. Bon, savoura, si ça existe encore. Je suis en Ontario, je ne sais pas, on n'en a pas ici. Mais on a Ben, encore plusieurs produits. ça l'a fait de faillite, Pierre, et ça a Ah, été racheté après. bon, je devrais me renseigner, mais on a encore plusieurs producteurs de tomates en serre en Ontario. Mais bon, ça, c'est comme produire des voitures de luxe. Là. On peut avoir un certain segment du marché pour ça, mais pour le ketchup, les jus, ce genre de choses-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est impossible de compétitionner avec la Floride ou le Mexique ou des régions où, encore une fois,
la nature vous donne le chauffage gratuitement, vous donne le soleil gratuitement, et donc produire des trucs de qualité inférieure. On peut tout simplement pas compétitionner avec ça. Donc, ce qu'on nous dit au Québec, oui, mais si on les produit chez nous, quand même, l'argent va rester chez le producteur agricole. Le producteur agricole va avoir sa coupe de cheveux chez le barbier local, va acheter chez Métro, va acheter, bon, autre chose. Oui, mais il faut encore se rappeler que jamais les gens ne consommeraient de produits qui viennent de plus loin s'il n'y avait pas un avantage au niveau qualité-prix. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'on doit forcer les habitants du Québec à payer plus cher pour leur nourriture. Alors, si c'est l'argument de base pour faire du développement économique, ben vous avez un problème, parce qu'à ce moment-là, les gens ont moins d'argent pour acheter autre chose, incluant, par exemple, d'autres produits qui peuvent être faits au Québec. Et en même temps, si on n'achète pas des étrangers, les étrangers n'achèteront pas de chez nous. Là, même si on oublie toute considération politique, si vous ne donnez pas de capital à une autre économie, comment vous voulez qu'elle achète chez vous? Donc, l'avantage d'une économie de marché, c'est que ça encourage les gens à se spécialiser dans ce qu'ils font de mieux. Tout le monde y trouve son compte, y compris l'environnement, parce que, bon, on produit toujours plus et mieux en utilisant moins de ressources. Donc, il n'y a pas de désavantage à ça. Encourager des entreprises qui sont incapables de compétitionner, encore une fois, peut-être parce qu'on refuse de les laisser grandir, ou, je parle du système des quotas ici, ou on refuse de les laisser se spécialiser dans autre chose. Au bout du compte, tout le monde y perd. C'est ce que je disais, Pierre, justement, en campagne électorale. C'est la position du PPC, surtout en ce qui concerne justement les producteurs de lait, de poulet et d'œufs, qui, eux, nous parlent toujours de souveraineté alimentaire. C'est une façon de promouvoir leurs propres intérêts. Et on a toujours dit qu'il faut abolir ce système de cartel, de quotas-là, parce qu'effectivement, les consommateurs paient, des fois, c'est le double du prix en ce qui concerne les œufs. Et parce qu'on empêche les importations, donc on empêche la concurrence. Et en même temps, c'est que ça nuit au reste de l'économie. Je présume que tu l'as mentionné souvent, mais un avantage qu'on avait au Canada il y a quelques années, et encore une fois, j'ai pas regardé le dossier récemment, c'est au niveau du prix du sucre. Aux États-Unis, comme certains auditeurs le savent peut-être, ils produisent du sucre à partir de canne à sucre en Louisiane, et puis du sucre à partir de betteraves à sucre dans certains États du Midwest, là, comme le Michigan, le Minnesota. Mais les producteurs ne sont pas compétitifs. Donc, historiquement, le prix du sucre a été beaucoup plus élevé au Canada qu'aux États-Unis. Au Canada, on ne payait pas exactement le prix mondial. Là. Encore une fois, il y a une dizaine d'années, on payait peut-être 10 ou 15 % de plus. Mais aux États-Unis, ils payaient encore beaucoup plus. Et je me souviens d'avoir écrit quelques petits papiers au début des années 2000 où justement, je disais que plusieurs fabricants américains de bonbons ou de barres de chocolat se relocalisaient à Montréal parce que le prix du sucre était moins élevé. Donc, c'est bien de regarder les producteurs laitiers ou de regarder d'autres producteurs protégés ou subventionnés, mais il ne faut pas oublier que ça nuit au reste de l'économie. Oui, ça nuit au reste de l'économie, ça nuit à l'économie de la restauration, entre autres. Les gens doivent payer plus cher leur fromage et donc, on a vu même que les producteurs, les transformateurs, pardon, importaient du lait, comment on appelle ça, là? Lait en poudre, du lait en poudre des États-Unis, parce que justement, pour la production, c'est encore trop cher. Et donc, les producteurs laitiers ont dû s'ajuster et faire un prix spécial aux transformateurs. Donc, c'est nous tous qui payons, tant les entreprises qui utilisent ces produits-là que les consommateurs qui les consomment. Mais ce discours-là de sécurité alimentaire, de suffisance alimentaire, on l'entend toujours et ça disparaît pas. C'est-à-dire qu'on l'entend au Québec. Tu as sans doute la même expérience que moi. Quand je donnais des conférences dans l'Ouest canadien, l'Ouest canadien a une culture agricole qui est très différente du Québec parce qu'à partir de sa fondation, ça a été basé sur quoi? Les chemins de fer et l'exportation de blé, entre autres. Donc, l'agriculture dans l'Ouest canadien, depuis les débuts, est basée sur l'exportation. Donc, il m'est arrivé de donner des conférences aux producteurs de bœuf dans l'Ouest, par exemple. Et la mentalité, moi, ça m'a toujours frappé, est complètement différente du Québec. Eux, c'est complètement le marché mondial. Comment on fait pour devenir plus compétitif? Comment on améliore? Comment on va réussir à réduire nos coûts de production? Comment on réussit à compétitionner avec les États-Unis, l'Argentine et ailleurs? Mais bon, il y a une histoire culturelle dans l'Ouest qui est bien différente du Québec. Et les gens dans l'Ouest ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et moi, ce que je comprends pas vraiment pour les producteurs québécois, c'est-à-dire que oui, je comprends et tu comprends encore mieux que moi, mais
Le lait aux États-Unis, c'est produit où? C'est produit au Wisconsin, au Vermont, des climats, honnêtement. La température, les sols ne sont pas vraiment différents du Québec. L'avantage qu'ils ont sur nos producteurs, ben, c'est que, comme dans toute autre industrie, les meilleurs grossissent, rachètent les petites entreprises, on crée des économies d'échelle, on devient plus efficace. Au Québec, bon, t'en as parlé beaucoup et ça vaut peut-être pas la peine d'en rajouter encore une fois, mais on a un système quasi féodal, dans le fond, qui garde le sang neuf, les idées neuves en dehors de l'industrie. Puis, moi, je vois pas pourquoi le secteur québécois des produits laitiers ne pourrait pas être aussi compétitif que celui du Wisconsin aux États-Unis, mais il faut juste accepter de laisser jouer les forces du marché puis laisser les meilleurs producteurs tirer leur épingle du jeu. C'est ce que je disais, c'est ce que je leur disais aussi, qu'on peut faire ça avec une période de transition en abolissant les quotas et puis leur permettre justement de devenir plus productifs, d'obtenir des économies d'échelle, parce qu'actuellement, les règles de l'UPA empêchent des firmes laitières de fusionner. Dans un même rang au Québec, vous pouvez avoir un producteur laitier qui veut acheter son voisin et qui le fait. Et une fois qu'il est acheté, il essaie de fusionner ces deux entités en une et les règles de l'UPA l'empêchent. Donc, il y a plein de bureaucratie là-dedans, mais les gens ont peur du changement et ils sont satisfaits dans le statu quo. Puis la population qui ne connaît pas les détails de ce système-là commence juste à se réveiller sur le coût que la population paie pour ces produits-là et pour maintenir un système non efficace. Mais bon, c'est une bataille qu'il va falloir toujours continuer à faire. Puis Ouais. je vais le faire. C'est lorsqu'on croit au libre marché, faut se battre pour le libre marché. Mais comme tu dis aussi, il faut essayer de diversifier dans nos produits pour faire en sorte d'avoir un risque moins élevé en ce qui concerne la sécurité. Voilà, ça ne veut pas dire nécessairement de produire tous les éléments de partir d'un certain produit chez nous. Bon, vos auditeurs savent sans doute qu'il ne se produit pas beaucoup de cacao en Suisse ou en Belgique. Et pourtant, Dieu sait qu'ils produisent beaucoup de chocolat. Moi, l'anecdote que j'utilise toujours, bon, j'ai passé quelques mois en Caroline du Nord il y a une dizaine d'années. Je suis allé à mon épicerie locale, là, qui était une épicerie comme les autres. Et qu'est-ce que j'ai vu sans vraiment les chercher? Ben, j'ai vu à l'époque les bières de Nibrou, j'ai vu des pâtes de viande de Blainville, j'ai vu des fromages d'Oka. On est capable au Québec, c'est ce qui est dommage, c'est toujours de dire on doit se replier sur ce qu'on a, alors que non, écoutez, je pense que on est capable de produire de la qualité. Pourquoi se contenter du marché local? Je crois que l'économie du Québec se porterait beaucoup mieux si, encore une fois, les producteurs qui sont capables de tirer leur épingle du jeu, que ce soit les transformateurs aussi, parce que bon, ça crée plusieurs emplois, évidemment, dans l'agroalimentaire. En fait, la majorité des emplois dans l'agroalimentaire sont dans la transformation, pas dans la production. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tirer notre épingle du jeu. Mais bon, encore une fois, ce sont des dossiers qui sont bien connus. Pour ce qui est d'autres problèmes, par contre, qu'on a aussi avec l'achat local, c'est que, bon, il y a toute une conception aussi romantique et, bon, je dirais pas un beau son de pas romanticiser la production agricole, mais bon, je présume que quand tu parles à des Montréalais ou des Torontois, parfois, enfin, j'ai peut-être eu trop de mauvaises expériences au fil des années parce que, bon, on m'a souvent invité à argumenter avec des partisans de l'achat local. Et souvent, tu as l'impression que, bon, ça a grandi à Montréal ou en banlieue de Montréal. Un jour, ils ont planté une semence dans le sol. Oh mon Dieu, le miracle de la vie, la nature produit les choses spontanément. Il y a peu de gens, il y a évidemment peu de gens en milieu urbain qui comprennent peut-être les enjeux agricoles ou l'intelligence que ça prend pour être agriculteur et qu'on s'improvise pas nécessairement un producteur agricole efficace. Mais malheureusement, il y a toujours eu un certain romantisme au niveau de la production agricole. Et c'est, encore une fois, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, mais ce qu'on remarque par contre, c'est qu'au Québec comme ailleurs, les partisans de l'achat local recréent des problèmes qu'on avait résolus dans le passé, notamment les relations de confiance entre les gens. C'est peut-être moins pire au Québec, mais en Ontario, on a eu une série de nouvelles à la télé à un moment donné qui nous prouvaient que même dans les marchés de fermiers en région, bien souvent, ce que les gens vendaient étaient des trucs qu'ils avaient achetés au marché central de Toronto, où on enlève l'étiquette, ou sinon on achète des pommes chez Costco et on nous prétend que ce sont des productions locales et organiques. Alors qu'évidemment, dans une économie de marché, ben, on a réglé ces problèmes-là il y a plus d'un siècle en développant des marques de commerce. Il n'y a aucune grande entreprise qui a intérêt à mentir à ses clients parce qu'évidemment, bon,
on peut intenter des poursuites et ce sont des cibles juteuses. Malheureusement, bon, dans les marchés locaux, il se passe souvent... parler à quelqu'un ne suffit pas à établir un lien de conscience, un lien de confiance. Mais bon, c'est une autre question qu'on nous dit souvent. Oui, ça va aider à développer la vie communautaire. On peut développer la vie communautaire de bien des façons. Nous, on a des festivals de la bouffe en Ontario. La bouffe peut venir d'un peu partout, mais enfin, oui. Mais développer la vie communautaire, je me rappelle ce que l'UPA disait souvent, qu'ils sont là pour, et c'est important parce que ça protège, le cartel de l'UPA protège les fermes familiales dans les petits villages. Mais ces fermes familiales-là, là, ce n'est plus des fermes familiales, c'est des entreprises. C'est des entreprises et comme d'autres entreprises dans d'autres secteurs, les fermes familiales ont beaucoup disparu parce qu'il y a eu l'UPA a permis une certaine restructuration, fusion, et là, bien, ils sont rendus avec leur réglementation d'empêcher ça parce qu'ils s'apercevraient que le nombre de fermes diminuerait un peu trop. Donc, le règlement empêche la fusion efficace, mais il y a eu des fusions, il y a eu plusieurs fusions, et la vraie ferme familiale disparaît comme elle a disparu partout ailleurs. Ceci étant dit, Pierre, il nous reste peu de temps. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer à nos auditeurs avant qu'on termine? Bon, comment on gère le risque, peu importe l'activité qu'on fait, c'est typiquement d'avoir plusieurs fournisseurs. Donc, ce que je dirais, oui, c'est sûr qu'on a vécu un cas extrême avec est-ce qu'on dit la COVID en français? Oui, COVID-19. Hein? Mais l'idée générale, la gestion de risque, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, peu importe la bonne volonté de nos producteurs locaux, ils vont avoir des mauvaises années. Dans le passé, mettre tous ses œufs de sécurité alimentaire dans le même panier régional a toujours été une recette pour avoir un désastre. La seule façon de vraiment gérer le risque et de s'assurer qu'on ne répétera pas ce qu'on a expérimenté, ce qu'on avait dans le passé, donc des prix élevés, même des famines. C'est de multiplier la quantité de fournisseurs qu'on peut avoir. Et on doit s'inscrire dans une trame mondiale et c'est comme ça qu'on va minimiser le risque et à la fois améliorer la qualité de vie des gens et aussi réduire l'impact environnemental de l'agriculture. Donc, mondialisons, multiplions le nombre de fournisseurs et tout le monde va y trouver son compte. Oui, tu as absolument raison. Pierre, les gens qui seraient intéressés à suivre tes travaux ou à te suivre, c'est quelle adresse Internet où ils peuvent voir tes recherches que tu fais sur ce sujet-là, puis bien d'autres aussi, là? Oui. Alors, ils ont juste entré mon nom, Pierre Desrochers, University of Toronto. Puis, j'ai un site web assez détaillé. Puis, j'essaie d'organiser des choses des façons. J'essaie d'organiser mes écrits de la façon la plus compréhensible possible. Donc, ils vont trouver la section agricole si ça les intéresse. Ben, merci, Pierre. Ce fut très intéressant, comme d'habitude. Et là-dessus, bien, passe une belle journée, puis on se revoit. Merci encore. À la prochaine. Bye-bye.